suis un éternel émerveillé devant plein de choses. Donc, c'est sûr que j'ai mis la barre très haute en allant voir les loups blancs, en allant voir la panthère des neiges. Mais c'est des défis que je me lance, où je mixte l'activité naturaliste, l'aventure, la solitude. Mais je crois, enfin j'espère, que je reste tout autant émerveillé devant une maison juppée ici, un bec croisé, que devant un ours polaire ou une panthère des neiges. Vincent, quand tu le vois évoluer sur le terrain, c'est un autre bonhomme. D'un coup, il se met aux aguets, tu sens qu'il se passe autre chose dans ses yeux, tu sens que tout ce que tu peux dire, ça ne sera pas entendu. Il est dans un... Il se met au diapason des énergies du lieu et puis il écoute. Et ça, ouais, ça en fait un animal assez étonnant. Suivre Vincent, c'est quand même se mettre dans une épreuve difficile, hein. Parce que Vincent, il est dans le monde du sauvage. Et si vous êtes à côté de lui, vous n'existez pas. Je l'ai suivi en Arctique. De temps en temps, j'avais faim ou j'avais sommeil. Lui, jamais. Et quand je disais, mais il faut qu'on mange, il me disait, mais t'as toujours faim. Et moi, j'avais envie de dormir, j'avais envie de manger. Mais lui, non. Non, c'est la bête, c'est la trace, c'est l'ambiance qui le conduit. Et vous êtes à côté, je ne vais pas dire marche ou crève, mais c'est comme ça, quoi. Moi j'ai la chance de vivre tous mes rêves de gamin. J'ai une bonne étoile, je pense. Des animaux m'ont fait rêver dans les livres. Et j'ai qu'une envie, c'est de provoquer cette rencontre. Essayer de vivre à leur rythme, tout près d'eux. D'être à leur côté. À aucun moment j'imaginais un jour que cette passion devienne mon métier, vraiment pas. Je pense que tout s'est fait un peu progressivement. J'ai commencé dans la forêt à côté de chez moi. Après les chevreuils, c'était les renards, c'était les sangliers, c'était le brame du cerf, c'était des nuits passées sous des sapins au mois d'avril pour le grand tétras. Juste pour l'observer, même pas le photographier. La photographie vient après. Après, la migration des grues cendrées me faisait rêver. Je les voyais passer au-dessus de ma maison. Et j'ai voulu les suivre. Donc là, après les Vosges, c'était la Scandinavie, où j'ai voulu aller voir où est-ce qu'elles allaient nicher. La Scandinavie, j'ai suivi les traces de Robert Hénard, qui était un grand maître pour moi, en Slovénie, pour voir mes ours. Tout s'est fait progressivement jusqu'à aller dans des endroits où la présence de l'homme était de moins en moins là, et jusqu'au Grand Nord, où là, l'homme n'est vraiment plus.
Des gens qui me considèrent comme un artiste, alors je sais pas trop ce que c'est, mais moi je le crois pas. Je suis un témoin de ce qui se passe, quoi. L'art, il est dans la nature. Moi je suis là, j'essaye, j'ai un regard. J'ai un regard qui est différent, j'ai une histoire, j'ai grandi de telle ou telle manière. Donc je pose le regard peut-être un peu différemment. Mais l'art est partout dans la nature. Donc après, t'essayes de mettre en image tes rêves en quelque sorte. C'est un peu le paradoxe aussi de mon métier, parce qu'au bout d'un moment, on aime ce que tu fais, donc on te met en avant. Et c'était compliqué pour moi, j'étais un petit Vosgien très timide. Ce que je sais faire, c'est de la photographie, c'est être au contact des animaux, plus proche d'eux. Et parfois, c'était des sacrées épreuves quand tu dois montrer tes photos. Moi, j'osais pas aller à Paris pour montrer mes images. Aller dans les festivals, on t'invite. Et donc, il y a un petit côté un peu star system. Bon, en restant dans ce petit monde de la nature, mais il a fallu que je me fasse un peu violence. Parce que c'est pas ta nature. Je t'avoue qu'en Arctique, cette petite flamme, comment elle est précieuse. La solitude, j'en souffre vraiment pas, c'est pas ça. Ce qu'il y a de plus dur, je pense que c'est le froid qui parfois m'a fait hésiter à rentrer. Quand on est dans des températures en dessous de -40, ça devient compliqué. T'es tout seul, t'as ta petite tente, et il n'y a que ton corps finalement pour te réchauffer. Et t'es dans un congélateur, quoi. Donc c'est sûr que parfois, en dessous de -35, -40, parfois c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, des fois. Apprendre à connaître parfaitement ton matériel. On se rend pas compte, mais dans ce genre de conditions, le moindre petit détail est primordial. Ça peut faire capoter ton voyage. On a cette chance, quand on est longtemps en immersion dans la nature, d'avoir des moments rares, très privilégiés. On a des montées d'adrénaline, on est à des émotions extrêmement fortes. Moi, je trouve qu'une image réussie, c'est quand tu arrives un tout petit peu à transmettre, toi, ce que tu as vécu. Je suis pas dans des photos parfaites, des photos avec beaucoup de détails, de piquets, mais c'est essayer de retranscrire exactement le moment, l'instant où toi t'as vibré, quoi, dans la nature. Donc une belle image, c'est une transmission d'une émotion, je pense. Très tôt, il m'a demandé de sortir. Est-ce que je peux aller tout seul là où tu m'as amené? Bon, bah, voilà, c'était tout près. Pour moi, c'était la sécurité, la forêt, beaucoup plus que la ville. Et puis, je lui ai laissé un peu mon matériel photo, hein, un petit téléobjectif au départ. Je me souviens parfaitement de ma première photo, c'était à l'âge de 12 ans, en novembre 88, dans une petite forêt
à côté de la maison, la forêt de Chamagne, un petit village. Et mon père m'avait laissé sous un filet de camouflage, tout seul, pendant plusieurs heures. Donc rien que ça, c'est quand même toujours assez angoissant, assez nouveau finalement. Et au bout d'une heure ou deux, je ne sais plus exactement, mais j'entends croustiller les feuilles d'automne tout près de moi. Et ça s'approchait de plus en plus. C'était un peu derrière dans mon dos. Et là, j'ai pu bouger, tremblant de peur. J'ai fait ma première image, et qui est totalement floue, complètement floue. Mais je l'ai gardée, je l'ai toujours, d'un petit chevreuil. Et j'avoue, quand on est gamin, quand on est tout seul dans la forêt, à écouter tout ça, enfin voilà, on a une espèce d'angoisse. Et puis de voir ces animaux sauvages si proches et de pouvoir figer ce moment, ça a été comme une espèce de révélation. Hein. Ce moment, cette rencontre avec ces chevreuils, ça a été un espèce de basculement de ma vie. La nuit, en forêt, c'est quand même terrible. C'est un monde silencieux. Et le moindre bruit qu'il va y avoir va prendre une importance incroyable. Et si on ne met pas un nom sur ce bruit, c'est très très compliqué. Donc ça apprend. Et cet apprentissage, on peut le faire avec une autre personne, mais également le faire tout seul, c'est encore beaucoup plus riche. Parce qu'on se pose des questions, on va mettre plusieurs noms, on va dire mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment c'est un parmi ceux-là? Et donc quand on sait, quand on découvre, on dit ah bah il y a quelque chose qui s'est construit en moi. Et ça, je pense que ça a été important pour Vincent. Il peut se chercher de la laine de bois tous les soirs, ils sont gentils. Mais ça ne veut pas dire qu'il va... C'est sa petite isolation. Non, ça peut être un mâle qui refait sa litière. Mais bon, c'est bien de laisser le piège parce qu'on ne sait jamais. Hein. On verra mieux. Tu lui mets quelques noix au pied du piège et puis... Non. Vincent, il préfère la compagnie des animaux, des arbres. Tu le vois se transformer quand tu pars sur le terrain. Ici, il peut être heureux, il est un peu entouré de nature, ça va, mais il trépigne en fait. C'est presque... T'as l'impression de voir un animal en cage, quoi. Et puis, dès qu'il est sur le terrain, avec son gros sac sur le dos, là, il rayonne en fait. Ça le révèle. Non, on va poser l'endroit. Bien sûr, les petites têtes pour vraiment entendre correctement. C'est plus une écoute pour la tegmane, la chevêchette et peut-être le tétra. Et donc sur une tête. J'ai du respect pour ce qu'il est resté malgré son succès.
Et puis j'ai de l'admiration pour sa capacité à se connecter au vivant, à lire dans les traces, à lire des présences invisibles. Parce que finalement, un animal qui passe, c'est juste quelque chose qui s'efface très rapidement, et si t'es pas là au bon moment, t'es largué. Tu vois là, j'ai un super affût. Et puis jamais il se lasse de se lever à 4h du mat, jamais il se lasse de se peler jusqu'à 11h du soir. J'ai cette âme de gamin, et puis même de construire des affûts, ça reste que faire des cabanes. Et j'ai construit des centaines d'affûts, sous terre, dans l'air. Un affût, c'est quand même grisant, quoi. Puis tu vas te mettre là de nuit, tu ressors la nuit, t'attends, t'as ta petite fenêtre, c'est juste une passion extraordinaire. C'était une histoire, comme tous les mois de mars, c'est la période des amours pour le lynx. Et une femelle est venue tout près de mon bivouac. Elle appelait le mâle. Et puis quelques heures après, il répondait. Puis tous les deux se sont retrouvés. Un instant vraiment magique. Et le matin très tôt, les premières lueurs du jour arrivaient. Et là, j'avais l'impression de voir un lynx sur un chevreuil. Et c'était un accouplement. Puis ils m'ont accepté pendant de nombreuses heures. Jusqu'à 1h de l'après-midi, j'étais avec eux, j'ai dormi à côté d'eux pendant qu'ils siestaient également. Ouais, j'ai vécu un de mes plus grands moments naturalistes. J'ai jamais revécu ça. Et quelques temps après, j'apprends que ce mâle est mort. Et il avait pris 120 plombs dans le corps d'un braconnage. Donc ça, c'est une affaire qui m'a vraiment marqué. Avec Marie, on s'est dit, on va se faire un petit film de 3-4 minutes en montrant cette absurdité, cette stupidité de juste mettre un coup de fusil sur un animal aussi noble qu'est le lynx. Et pour certaines espèces, soit le lynx, le loup, il y a encore des choses fausses qui sont ancrées au plus profond de l'être humain et c'est énervant quand on connaît bien l'animal. C'est étrange, c'est un cri, c'est pas son chant, c'est juste un cri. On a la hulotte, la chevêchette. Elle est peut-être mal. Je viens ici depuis que je suis tout gamin. J'ai des souvenirs incroyables. Incroyables. Mon père, il me laissait. J'avais 12 ans, il me laissait seul sous un sapin. Lui, il allait sous un autre, 1 kilomètre. Plus loin, sur une autre tourbière. Et quand tu passes tes premières nuits tout seul, gamin, t'as des souvenirs mais mémorables.
Et c'est génial parce que chaque année, il y a tout qui ressurgit, les odeurs, les ambiances sonores, les petites brumes sur les tourbières le matin, ce petit chiffre, la petite gelée blanche là, tout ça, c'est des ambiances qui sont extraordinaires. Ça rappelle plein de souvenirs. Parfois, ça m'est arrivé de voir des grands tétras qui viennent le soir se percher. Je l'aperçois en silhouette. Et d'un coup, t'entends des sons terribles qui déchirent le silence. C'était des chats sauvages qui se poursuivaient et qui grimpent dans l'arbre juste à côté du grand tétra. Donc c'est des images qui te restent figées à tout jamais. Elles sont là. J'ai tellement eu des spectacles fabuleux avec le grand tétra. Et là, on voit au fur et à mesure des années, ça devient de plus en plus rare. Et là, on n'a pas entendu ce matin. Est-ce qu'il a disparu? Donc c'est dur en même temps de voir ça. On va essayer de trouver quand même des indices. Hein. On va essayer de trouver quand même des grottes. On va aller jusqu'à la clairière. Là. Mon père, lui, il en est à plus de 600 nuits sous un sapin pour observer le grand tétra. Enfin, c'est vraiment un fou furieux. Il vit dans la nature depuis aussi tout gamin. Ah oui, non. On est en train de vivre le déclin d'une espèce dont il a œuvré toute sa vie pour la protéger. Donc là c'est vraiment la taille typique de crotte de poule de tétra. Ah, donc on peut imaginer, elle est venue là, souvent sur un promontoire. Elle se sent en sécurité. Et quand on voit des crottes comme ça, on peut calculer à peu près le temps. On pense qu'ils font des crottes à peu près toutes les 10 minutes. Donc on peut penser que c'est un oiseau qui est resté à peu près 20 minutes, une demi-heure. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, on est heureux de voir une crotte, c'est pas beau, ça. 25 mars. On peut nous prendre pour des fous, mais une crotte, que ce soit une crotte de loup, de lynx, et là, de grands tétras, en sachant que ce sont les derniers grands coqs du massif des Vosges. Et ça fait chaud au cœur. Le piège photo, c'est un outil qui est devenu vraiment précieux. Tu déranges pas, tu le poses. Pour apprendre à mieux connaître les animaux, leurs allées et venues, leur comportement, ouais, c'est génial. C'est génial. Là, il ressort de son, Là, il sort de son bain de poussière. son bain de poussière. C'est super, ça. Le piège, je l'utilise pas pour faire de la belle image, mais comme un outil pour connaître un peu mieux leur comportement, à quelle heure ils vont passer. Ça m'a beaucoup servi pour les lynx, pour le loup, pour le grand tétra. On l'utilise aussi beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, celui-ci, j'arrive à l'identifier. Il a un petit point blanc sur la joue gauche, en dessous de l'œil. Tu vois le petit point blanc là, regarde. Et donc je le reconnais 1 kilomètre plus loin, quand c'est le même, il parade, et je reconnais ce petit point blanc. Ah ouais. Tu vois, sur le... C'est de la plume, hein, c'est pas. C'est des petites plumes. C'est des petites plumes blanches, quoi. C'est pas de la sale plume. Ouais, il vient picorer là, il vient sous la souche. Mais là, t'imagines ça avec un beau piège de qualité? Le décor. C'est marrant parce que. Et je pense que ça, c'est une des choses que tu m'as inculqué. C'est de ne pas faire des images pour faire plaisir aux autres, mais c'est des images qui viennent de toi, de ton intérieur, qui viennent de. Tu parles avec ton cœur et tu te souviens toutes les. Encore une fois, c'est le problème de la société.
et de ce formatage. Mais on avait à l'époque des associations de photographes, tu sais, que ce soit en Lorraine, en Alsace, partout. Et finalement, là-dedans, tu peux très vite être formaté parce que tu as l'effet groupe. Et très vite, grâce à toi, on s'est échappé de ça. Où il y avait dans ce genre de petites corporations des règles, il faut que ça soit net, il faut que ça soit la lumière dans le dos, qu'on compte les plumes, les poils des photos. C'était très étrange. Et nous, on était... Papa lui montrait ses photos floues au loin, un peu à la Hénard, tu sais, d'une photo d'un tétra au loin, ou d'une silhouette qui passe, un truc hyper éphémère, mais qui l'a vachement ému. Et ça ne leur parlait pas du tout. Mais heureusement qu'on a continué dans cette voie. Heureusement que moi, très vite, j'ai pas souhaité devenir un photographe d'illustration où les agences photographiques disent « Ah, si tu veux vivre de la photo, il faut que tu fasses tel type de photo, machin et tout. » En ce moment, ce qui marche bien, c'est les chats, les chiens, les oiseaux des jardins et tout. Mais putain, mais comment, là, on te formate? Et heureusement, non, il faut savoir dire non, là. Tu dis non, non, et mec, c'est pas ce que j'ai là-dedans. Et ça, c'est... Hein, je pense que c'est ça, c'est ça. Que les futurs photographes lisent du Hénard, du Giroudet, avant de lire les fiches techniques des derniers Nikon ou Canon, quoi. J'aime beaucoup rêver mes rencontres, je les rêve. Et là, j'imagine. J'imagine un ours qui passe. Et je me dis, mais là, il viendrait là, je serais un ours, je ferais ça. C'est fabuleux, donc tu rêves ce genre de choses. Et quand ça t'arrive en vrai, et ben là, t'as un putain de choc qui t'envahit. Et c'est ça qui m'anime, et c'est ça qui fait que je continue. C'est ça qui fait que tu vas oublier le froid, oublier la douleur, oublier l'humidité, oublier tout ce que tout le monde dit. Ah, c'est dur, ce que tu fais. Mais non, c'est des clopinettes, tout ça. T'oublies ce genre de petites souffrances. Le luxe de ce métier, c'est de prendre le temps. Et ça, c'est un outil indispensable. Je peux me balader rien qu'avec mes jumelles, et là je suis heureux. Je me sens tout nu sans ça. Et un appareil photo, c'est pas nécessaire, pas tout le temps. Quand tu cherches à photographier un animal, il faut apprendre déjà à le connaître, et donc tu l'observes énormément. C'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps les yeux dans les jumelles. Tu essayes d'anticiper ses déplacements, tu essayes de te mettre à sa place finalement. Ça m'arrive moult fois même de partir un mois dans le but de croiser le loup blanc par exemple, et de ne pas le voir, de voir que des traces. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et non, c'est pas du tout une frustration. Pour moi, c'est ce besoin, de plus en plus, c'est viscéral, hein, ce besoin d'être dehors. Ce qui est juste incroyable ici, c'est qu'ils adorent être dans les endroits les plus pentus. L'année dernière, au mois de mai, j'en ai vu une qui était vraiment une ours, une femelle, qui était en position de grimpeur, quoi. Elle se laissait glisser de temps en temps dans les ronces et dans les genêts.
vraiment à la verticale. On est face à des sources, des falaises. Et ça, c'est assez caractéristique des Asturies. C'est là où ils sont totalement en sécurité. Et c'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'il est à 90% végétarien. Donc là, il est là, il mange une diversité végétalienne énorme. En ce moment, c'est une espèce de pissenlit, là, un crépus. Un peu avant, c'était des genêts, des bulbes, des racines. C'est quelque chose d'assez intérieur finalement, mais vraiment, quand il y a les grands prédateurs des présents, je me sens mais beaucoup mieux, je me sens presque plus serein, quoi. Quand j'entends un loup chanter, ça peut arriver cette nuit, mais tu peux pas savoir, hein. T'es dans ton duvet, t'es là, mais c'est juste, c'est extraordinaire. Moi, ça me fait vibrer, t'as le poil, comme on dit. Et pareil avec l'ours, c'est fou que, par méconnaissance, quoi, il y a des peurs qui sont arrivées, mais non, franchement, on le sait très bien que le loup n'attaque jamais l'homme. Que l'ours, surtout l'ours en Europe, il se carapate, il n'en a rien à faire de nous. Alors j'y vais sur la pointe des pieds parce qu'on sait qu'on est chez eux finalement. Donc ça c'est une grande chance d'avoir reçu cette éducation de mon père. Jamais dérangé, parfois même sur certaines espèces sensibles comme le grand tétras, il osait même pas déclencher, pas faire la photo, il se cachait pour pas déranger l'animal. J'ai grandi avec ça et je pense que c'est assez précieux de se dire voilà, on n'est pas chez nous. J'aime beaucoup la technique de l'affût parce que ça te permet de pas trop te montrer. Mais la plupart du temps, les animaux t'observent et toi tu ne vois rien, quoi. Il y a l'histoire de cette panthère, hein, c'était assez incroyable où je l'avais aperçue le matin, je savais qu'elle était dans un endroit bien précis, dans un petit cirque. C'était très rocheux, très minéral. Et elle m'a échappé. Elle a disparu, elle s'est fondue dans le minéral. Et je suis resté pendant plusieurs heures, je me dis elle est là, je vais la trouver. Et le soir, je rentre à ma tente, j'avais juste vu un faucon cresserelle qui s'était posé sur une pierre. Et avec mon gros téléobjectif, donc je fais une photo de ce faucon. Et puis voilà, je rentre bredouille à ma tente. Quelques mois après, je regarde cette photo de faucon et je vois juste derrière deux petits yeux, quoi, et la panthère qui m'observait. C'était hallucinant, j'étais hyper ému. Je me dis, mais c'est pas vrai, cette panthère. Je l'ai cherchée toute l'après-midi jusqu'à la nuit. Et en fait, elle était juste là, quoi. Parfois, la photographie peut m'ennuyer, hein. Le fait de photographier, parce que ça peut te casser ton émotion. C'est de la technologie qui vient comme une barrière entre l'animal et toi. Et ça peut te gâcher l'émotion. Faut rien louper, c'est tellement rare.
dès qu'il pleut, là, on le sent. On sent que la nature est... Même les oiseaux, ils chantent dans tous les côtés, la nature est heureuse. Que ce soit les mousses, les lichens, la végétation là, qui commence à exploser. Quand une pluie comme ça, là, tu sens la nature qui sourit, quoi. Et moi, c'est pareil. Là, je suis vraiment heureux. En plus, il y a ces brumes qui n'arrêtent pas de venir, de repartir. Ça donne une magie hallucinante au canyon, aux gorges. Je préviens souvent les jeunes qui veulent tout de suite, ils veulent devenir professionnels parce que c'est un mot. Mais non, il faut vivre ça déjà, les week-ends. Il faut vivre ça. C'est avant tout une passion. Et moi, ça me fait même bizarre de vendre mes photos, parfois relativement chères en plus, parce que bon, je le fais pour continuer à vivre tout ça et vivre mes rêves. Oups. C'est ça l'art de l'affût. Rien n'est garanti. Certaines promesses, la promesse de l'invisible, de l'animal invisible. C'est des moments de pure méditation et moi je me retrouve là-dedans. Ça me fait un bien fou. Une fois que tu as l'animal tant rêvé, c'est vraiment une récompense, c'est pas une victoire. C'est juste des petits cadeaux de la nature qu'on t'offre de temps en temps. C'est la femelle. On a attendu 3 heures. 3 heures qu'on attend. On dérange pas. T'as vu quand même, 3 heures d'attente. C'est toujours quand elle arrive, il faut être hyper vigilant, t'as toujours tendance à vouloir faire des photos ou enregistrer, mais il faut vraiment pas bouger pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu la laisses. Être en confiance. Parce que chez les oiseaux, c'est quand même souvent le mâle qui doit fabriquer plusieurs nids. Et la femelle choisit. C'est pratique courante, et ici, là, c'est vraiment que la femelle qui bosse. Là, on est face à un couple avec un bon macho, quoi. Les bandits se baladaient. C'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de se nourrir de ce qu'on ne voit pas encore, quoi, de ce qu'il n'a pas encore vu. Et ça lui suffit pour avoir des kilomètres de patience. C'est à se demander s'il ne fait pas les photos. Enfin, si elles sont pas faites avant qu'il appuie sur le bouton, en fait. C'est comme si il avait toujours un train d'avance.
je fais pas longtemps. Si c'est juste pour voir si elle est là, si elle est là, elle répond. T'entends rien, Marie? Il y a un sacré écho. Un sacré écho. Il est capable de rentrer dans l'intimité de l'animal. Et finalement, c'est justement ce fil invisible que lui, il arrive à tisser entre l'animal qu'il photographie et lui-même. Et lui, il est capable de capter ça et de retranscrire cette magie, cette âme, l'âme de l'animal. Sur l'île d'Ellesmere, tout au nord du Canada. C'était une expédition où j'étais seul. Et ça faisait 8 jours que je marchais. Donc je commençais un peu à fatiguer, surtout que le froid était très vif. J'avais aperçu des traces. Et puis un soir, je m'apprêtais à dormir, à me reposer dans ma tente. Et comme souvent, genre un dernier coup de jumelle, un petit 360 degrés. Et là, je vois au loin ces points jaunes, quoi. C'était un moment incroyable. De suite, je me suis dit, bon, ça peut être que les loups. Putain, ça fait des jours que je vous attends, putain. Oh. Oh. Oh, tu es trop... Je suis fou. Eux m'avaient tout de suite repéré parce qu'ils étaient en chasse, comme souvent quand ils sont comme ça en groupe. Et là, donc il y a 9 loups qui m'encerclent en l'espace de quelques minutes. Mais là, aucune appréhension, rien. J'ai toujours un fusil pour me protéger d'une attaque éventuelle d'ours polaire, mais j'y ai même pas pensé. J'ai sauté sur les boîtiers, j'ai pu enregistrer ces 9 loups qui arrivent face à moi. Et j'étais euphorique, je savais que là, je vivais le moment rêvé depuis de nombreuses années. Les adultes toujours restaient un peu à distance. Je me souviens de la louve alpha probablement, qui regardait tout, le mâle aussi, un mâle qui était blessé, qui avait dû... Et bon, probablement lors d'une attaque avec les bœufs musqués, là, qui était tout déchiré à la patte. Voilà, des vieux briscards de la toundra, quoi. Ils étaient autour de moi, et les jeunes qui essayaient de jouer avec moi, qui tiraient sur le harnais de ma poulka. Je me mettais à plat ventre pour être au même niveau que les loups. Et parfois, ils venaient derrière moi tirer mon pantalon. Donc quelque chose d'incroyable, des loups arctiques un contact direct. Et alors là, je laissais pas trop faire, parce que là, je me dis, oh, quand même... S'ils voient que je pense qu'ils pourraient faire leur job d'un homme un peu fatigué, malade, ils pourraient peut-être leur faire leur métier de loup. Donc je me remettais en position verticale pour leur montrer, et hop, ils s'éloignaient d'une dizaine de mètres. Mais c'est un moment qui a duré, je pense, une petite heure. J'ai dû faire 2 ou 3 000 images. J'étais déjà en chaussons de tente, donc prêt à dormir. J'avais plus de chaussures, et je les ai suivis. Je les ai suivis sur plusieurs kilomètres, parce qu'après, ils ont bien vu qu'ils allaient rien sortir de moi, que j'étais pas une proie pour eux, donc ils sont partis en file indienne, comme ils font, Ils repartaient. Donc j'ai refait l'homme blessé aussi, ça c'était rigolo. Et tout de suite, ils se sont arrêtés, et ils sont revenus voir. C'est incroyable. Et j'ai pu refaire une deuxième séance de photos. Ensuite, ils sont repartis dans des lumières bleues. Je les ai vus partir dans la toundra, s'effacer, et je les ai plus jamais revus.
Mais j'avoue que là, ce loup blanc, quand il vient face à moi, parce que là, c'est sûr que là, il y a un contact direct, c'est moi qui viens voir. Là, je suis à plat ventre et il avance vers moi. Et qui te plante ses yeux dans les tiens, là, boum, c'est quelque chose qui te reste à tout jamais, ça te hante. T'y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je suis arrivé au sommet de mon art? À ce stade où j'en suis, je m'en moque finalement. Je m'en moque. C'est quoi? C'est juste moi, la petite personne? Est-ce que j'ai réussi? Non, on n'en est plus là. Ce que je veux, c'est montrer l'utilité de cette beauté de la nature. Voilà, c'est tout. Il faut qu'il y ait des chocs désormais. Alors c'est soit par le beau, soit par ce qui est terrible. Il faut qu'il y ait des chocs pour qu'il y ait une révolution intérieure des gens et qu'on se rende compte, qu'on se réveille de cette fausse route finalement. De notre statut de grand prédateur, comme l'ours, le loup, le lynx, on est passé de grands prédateurs à grands destructeurs finalement. Alors que eux, non. C'est ça qui est dérangeant. Cette hégémonie, c'est assez triste et ça m'affecte terriblement. Dans ce monde agressif, ces images déjà donnent un peu de souffle, un peu d'espoir, un peu d'espérance. Oui, c'est un monde fragile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sent dans ces photos l'animal seul, dans des milieux difficiles, comme s'il n'y avait plus que cette place que l'homme lui réservait. Donc ça nous interpelle. Ce sont des photos qui nous montrent cette fragilité de la nature, mais en même temps, nous, est-ce qu'on a conscience? Elle pose question. Qu'est-ce que nous, on fait de cette nature? Vincent, il capte un regard. Le regard d'un animal qui est en train de dire « Homme, que fais-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Jusqu'où iras-tu » Ma mère m'a montré une citation que je trouve très belle. Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Pour un éternel émerveillé, je trouve ça très beau et c'est tellement vrai. Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement.